Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux donc, pour ce Work in Progress concernant Super Lucha. On est avec Goulwen Meret, donc le réalisateur. Vous pouvez l'applaudir, ça va lui donner confiance. Voilà. Et avec Agnès Lecreux, donc co-autrice graphique de ce 26 minutes. Voilà. Et moi, donc, je vais modérer cette heure passée ensemble et je travaille pour Film en Bretagne. Voilà. Voilà. Et les producteurs de Vivement Lundi sont là aussi au premier rang, donc peut-être qu'à un moment, on va leur demander de parler. Voilà. Faut toujours encourager les producteurs, c'est bien. Voilà. J'en suis un également, donc je sais ce que c'est. Voilà. Goulwen, donc, c'est ta première réalisation. Si je ne m'abuse, enfin professionnellement, on va dire. Professionnellement. Ouais. Avant donc et toujours encore actuellement, mais donc tu es storyboarder, animateur, ouais. Voilà. Et toi, Agnès, à côté d'être co-autrice graphique sur ce film, est-ce que tu as d'autres casquettes ? Moi, j'ai réalisé la série Dimitri en stop motion, voilà, deux saisons de cette série. Et je suis aussi décoratrice, surtout en stop motion, parfois en 2D. D'accord. Voilà. Et... Ok. Alors, une petite présentation de Super Lucha. Enfin, on va vous laisser présenter évidemment ce 26 minutes et notamment nous parler d'Ennio. Voilà. Mais donc, je voulais dire que c'est à 26 minutes, donc produit par Vivement Lundi, Nadasdi Film, donc qui est une production suisse, si je ne m'abuse. Voilà, qui d'ailleurs a une longue collaboration avec Vivement Lundi. On a pu l'entendre hier, puisque Mathieu a présenté un petit peu le projet hier. La cible, c'est les 6-10 ans. Et donc, c'est intéressant. On va voir comment on travaille pour cette cible. Le budget est de 800 000 € et c'est une coproduction avec France Télévisions, les chaînes de télévision locales bretonnes. Ce projet est soutenu par la région Bretagne et le CNC. Et les Hauts-de-France, pardon. Je n'avais pas cette information. Mais applaudissons en effet le CNC et la région Bretagne. Ils en ont bien besoin actuellement. Voilà, c'est toujours bien de le rappeler. Et donc, le tournage est en cours à Rennes et en partie à Lille. Et si mes infos sont bonnes, vous êtes en 4e semaine de tournage sur 13 semaines de tournage. C'est ça. Donc vous avez déjà un premier recul sur le début du tournage et ça va être intéressant d'en parler. Ouais. On va lancer le teaser. Le teaser, ouais, comme voilà, ça on saura un peu de quoi on parle. De quoi on parle, tout à fait. Really? You want to make the piñata for the school party? Yup, with my own hands. With your own hands? So what? Well, you're not very good at visual arts. You're really bad, actually. Hey, you'll see. My piñata will be huge. Huge like that one? I didn't think it would be that big. Super Lucha, don your masks. Chamaco! Fantasma! Avispa! El Panda! You'll see what we're made of, you cardboard dragon! Super Lucha Unidos! Yeah! Voilà, donc Super Lucha, le premier manga mexicain en papier mâché. Alors, de quoi ça parle ? Alors, de quoi ça parle ? Ça raconte l'histoire du petit garçon qui s'appelle Ennio, celui qui est en vert, qui est issu d'une famille de super luchadores. Donc, c'est des catcheurs mexicains, de père en fils ou de mère en fille, comme on veut. Et donc, de génération en génération, ils se transmettent leur mission de combattre les forces du mal à l'aide de masques enchantés et des techniques de la lucha libre. Et donc le 26 suit le parcours du jeune Ennio qui arrive au stade où il doit mériter son masque enchanté. C'est-à-dire que pour l'instant, il s'entraîne en salle avec ses parents, ses grands-parents. Et donc, avoir mérité son masque enchanté, ça veut dire pouvoir aller s'entraîner à l'extérieur. C'est un peu l'étape suivante. On y est presque, quoi. Et donc lui, il rêve que de ça, mais il va rater. Et va arriver en même temps dans sa vie une autre jeune super luchadora qui est le personnage que vous voyez en bleu,
qui est Elena. Oui. Elena, dont le pseudo est Fantasma, quand elle est en super luchadora, et qui, elle, est un petit peu plus âgée et a déjà son masque enchanté. Donc ça va un petit peu créer des tensions, parce qu'elle va venir s'entraîner avec eux, mais elle a un petit niveau au-dessus. Donc lui, il se sent un petit peu remplacé. Donc ça va être, on va suivre un petit peu leur parcours, comment ils vont réussir à s'entendre, à devenir amis, en fait, à s'accepter. Et parallèlement, forcément, c'est une série de super-héros, hein, même si c'est pour les enfants et que c'est un peu cartoon. Il y a un grand méchant qui est en fait pas si méchant que ça, qui va essayer de conquérir le monde, le coup classique. Et donc ils vont en parallèle devoir régler leurs problèmes à eux et régler le problème du méchant qui en fait va bouleverser un peu la vie de leur petite ville qui s'appelle Mexiquito. Voilà. Alors comment cette idée est venue? Parce que si j'ai bien compris, c'est un long développement, enfin, comme souvent en animation, on m'a parlé d'une dizaine d'années. Est-ce que cette forme-là est venue très rapidement? Non. Toi, tu as des liens avec le Mexique, enfin, comment c'est Moi, je suis né au siècle dernier, au millénaire dernier au Mexique. Donc, c'était il y a très longtemps, mais il y a moins de 50 ans quand même. Donc je suis né, j'ai grandi au Mexique. Voilà, mais ma mère est mexicaine, mais il s'avère que mon père est breton, donc au bout d'un moment, il en a eu marre et on est venu vivre en France. Tu as un prénom qui nous avait donné cet ça. indice. Donc le prénom et le nom, ça vient de mon père. Et du coup, on est arrivé ici, en Bretagne. Et donc en fait, c'est pour ça que c'est un projet qui s'adresse aux enfants. C'est parce que moi, le Mexique que moi j'ai connu, c'est le Mexique d'un enfant. Donc c'est mes souvenirs d'enfance, c'est mes émotions d'enfant, c'est les couleurs, les jouets, les bandes dessinées, les dessins animés que j'ai pu. Enfin, c'est des histoires de famille, de copains. Donc c'est pour ça que ça prend cette forme pour moi. Ça peut pas être un documentaire sur le Mexique. Et c'est quelque chose qui en fait est une idée. En fait, c'est plusieurs idées qui se rencontrent, plusieurs envies qui se rencontrent. Donc c'était le fait que j'ai des enfants, que je commence à leur parler espagnol, à me rendre compte que j'ai envie de leur transmettre ça parce que ils n'auraient aucune idée du fait qu'ils viennent un peu du Mexique. Donc j'ai commencé en fait à réfléchir à ça, comment leur raconter un peu ma part de vie antérieure, comment leur transmettre ça. Il y a ça, et puis le fait que je travaillais en stop motion beaucoup avec Agnès sur des longs projets où on a rencontré pas mal de problématiques techniques ou aussi d'envies qui naissent à travers la pratique. Tiens, on aimerait bien faire ça, on aimerait bien tenter ça. Ah, ça, c'est un problème, comment on pourrait le résoudre? Donc toutes ces envies, toutes ces discussions, je crois qu'il y a Manu Gorgiar qui est là, qui un jour m'a dit tu devrais écrire sur le Mexique, sur tes origines. Il y a une animatrice qui est peut-être pas là, mais qui s'appelle Julia Péguet, qui m'a dit si tu fais un film en stop-mo, il faut que tu puisses justifier pourquoi c'est en stop-mo. Donc j'ai réfléchi comment je peux justifier des bonhommes en piñatas, la stop-mo. Donc en fait tout ça, ça vient et ça cristallise une idée, un projet où on peut mettre tout ça, quoi. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. C'est très clair. Mais c'est du coup, pour répondre à la question, ça prend du temps déjà d'arriver à un univers graphique, à un personnage et à une histoire. Et sur la lucha, donc Ouais. au Mexique, quelle place ça a sociologiquement, historiquement? Ça, c'est mon grand-père je regardais la lucha libre. Et puis c'est quelque chose que c'est un peu, comment dire, au Mexique. Bon, alors c'était je parle d'il y a 40 ans. Hein. C'était quelque chose qu'on voyait à la télé, dans les magazines. Enfin, ça faisait partie de notre quotidien, comme on verrait des sportifs ou de la télé-réalité aujourd'hui. C'était un programme assez populaire, donc ça faisait partie de notre quotidien. Et moi, voilà, tu dois avoir un petit document là que j'ai envoyé. C'est un des derniers documents que j'ai gardé de ma vie au Mexique. C'est des petites feuilles en papier recyclées, et donc c'est un cahier agraffé sur lequel je collais toutes les petites vignettes que me donnait mon grand-père. Et à chaque fois, j'essayais d'écrire celui que je préférais sur chaque page. Je savais à peine écrire. Et le petit tampon, c'est un petit tampon d'enfant. C'est la mascotte d'un biscuit mexicain, El Gansito. Voilà, donc c'est vraiment, là, c'est vraiment les archives de mon enfance. Donc il y a Spider-Man à un endroit, je crois. Parce que les Mexicains, ils sont pas trop au courant des droits d'auteur, des choses comme ça. Ils aiment bien s'approprier. Godzilla, Darth Vader, Spider-Man peuvent devenir du jour au lendemain un catcheur sans forcément demander l'autorisation. Donc voilà, je me suis dit, moi qui ai grandi avec les super-héros, pour moi, en fait, c'était des super-héros. Quand je regardais la série télé Batman et Robin des années 60, pour moi, ça se passait au Mexique.
pour moi, Gotham City, c'était Mexico, en fait. Il y avait un peu les mêmes ciels californiens qu'on a au Mexique. Donc, c'est plus tard que j'ai compris le concept de différents pays, de différentes cultures. Et j'ai eu envie, voilà, ça participe aussi de ça, le projet, de dire, tiens, j'ai envie de montrer ce que j'aime des super-héros, mais mexicains, dans un autre endroit. Pas à New York, pas toujours aux États-Unis, quoi. Et il se trouve que ils existaient déjà, c'est les luchadores. Ils ont des comics, ils ont des films, ils ont des super vilains. Donc pour moi, c'était parfait, quoi. Ça me permettait de raconter un peu tout ça. Voilà. Donc j'ai écrit un petit projet que j'ai présenté à différentes boîtes de production. Mathieu a été le plus réactif et le plus intéressé et le plus intéressant. Et il m'a dit, je veux pas faire cette histoire. Fais-moi vraiment, c'était une toute autre histoire, on va pas s'attarder là-dessus, mais c'était le parcours d'un jeune gamin, comment il est devenu catcheur. C'était ça, je voulais faire un court-métrage ou un petit 26. Et lui m'a dit, non, j'aime bien ton univers graphique, ton histoire, fais-moi vraiment, va à fond dans le délire, fais-moi une histoire de super-héros, quoi, de gamin super-héros, et on pourrait faire une série. Bon, ça me faisait peur, parce que réaliser une série... alors qu'on n'a pas réalisé quoi que ce soit. Mais Agnès a prouvé que c'était possible. Donc elle m'a motivé, Agnès, parce que c'est des projets dont je parlais. Agnès est une amie en dehors du travail. Donc elle m'a encouragé à le faire. Ma compagne aussi m'a dit, si, vas-y, fais-le. Donc j'ai revu le concept pour proposer une série. Et là, on est vraiment rentré dans un travail d'écriture où il y a eu plusieurs moutures, jusqu'à ce qu'on trouve vraiment ce qu'on fait aujourd'hui, quoi. Mais c'est très long, le processus. Oui, alors on va revenir sur le processus de développement. Mais alors toi, Agnès, tu es arrivée quand sur ce projet ? Alors, Goulwen, je me souviens d'une discussion où il me parle de plusieurs projets qu'il a en tête. Je me rappelle qu'il me semble que c'était comme ça. Ouais. Et moi, j'étais déjà surprise parce que j'arrive à me concentrer que sur un projet, me mettre à fond dedans, mais je trouvais ça fou d'avoir... d'idées de projets comme ça. Donc il me parle de ces projets et il me parle de Super Lucha, que peut-être pas d'ailleurs de titre à ce moment-là. Enfin, cette idée de faire un film avec qui se passe au Mexique, avec des enfants qui font de la lucha libre et qui auraient et qui seraient des sortes de piñata, un univers très coloré. Et tout de suite, ça m'a parlé. J'ai trouvé ça hyper chouette. Et donc, comme face à mon engouement, je sais plus exactement. Toi, tu n'as pas forcément cette version dans ta tête. Tu avais déjà l'idée peut-être que de me proposer de le développer. Je sais pas. Bon, en tout cas, face à cet engouement que j'ai eu sur ce projet, il m'a dit, écoute, je suis bloquée au niveau du graphisme. J'aimerais bien te proposer de débloquer ça avec moi. Et donc, C'était quand ça ? Il y a 5 ans ? C'était à peu près ? C'était il y a longtemps parce que je me rappelle. Alors là, j'ai ramené des petites... Ah ouais, super. Alors attends, c'est ça le premier... la première version... Oh non, ça c'est pas la première version. Justement, j'avais fait des petits prototypes de petits pantins en m'inspirant de poupées mexicaines en papier mâché. Mais avant ça, bien avant ça, donc ça, en retrouvant ça... j'ai retrouvé des fichiers photos qui datent de 2015. Je me suis dit, ok. Ah oui, en 2015, j'avais fait ça. Sachant que ça, on avait déjà avancé, on avait débloqué on avait déjà fait quelque chose. Parce que la première version, en vrai, malheureusement, je ne l'ai pas retrouvée. Mais de dessins que j'ai fait de ces personnages-là, alors, comme Chamako, à ce moment-là, c'était un ado ou pré-ado, je ne sais plus quel, tu avais peut-être donné 11 ans, comme âge, je sais pas, enfin... Donc, on avait eu beau parler de, je sais pas, des piñatas ou des choses comme ça, comme inspiration. Moi, j'avais proposé un personnage assez grand, filiforme, pas du tout avec les grosses têtes qu'ils ont maintenant. Enfin, un ado un peu grand. Ça faisait plus 2D, en fait. Oui. Ouais, puis après, bon, c'était un croquis, donc forcément, difficile de l'imaginer en volume aussi. Ouais. Mais donc, je partais dans une direction qui n'était pas la bonne. Malheureusement, je n'en ai pas retrouvé, mais bon. Donc, comme quoi, on peut développer un projet et partir complètement faire quelque chose qui n'est pas du tout la bonne direction au début. Et puis, Goulwen me dit ah non, je ne voyais pas les choses comme ça. Et donc, toi, tu avais fait déjà des petits croquis, mais que tu n'aimais pas. Toi, je sais pas si on les a dans... comme toi, j'ai un peu perdu tout ça. Et donc, c'est quelque part dans des papiers. Voilà, c'était pas non plus ce qu'il fallait, mais tout de suite, ils étaient beaucoup plus réduits, beaucoup plus proches, plus avec des grosses têtes.
Et donc, à partir de ça et à partir d'une discussion qu'on a eue autour de... il y avait aussi des références de... On avait tout ce qui est art toys, vous voyez, les petits jouets un peu de collection, l'univers du graffiti, tout ça, comme référence. Moi, je me disais, justement, pour revenir un peu au Mexique aussi, au côté volume, papier mâché, piñata, fait main, j'avais, quand j'étais petite, j'aimais bien faire beaucoup de bricolage et j'avais un livre sur le papier mâché. Et donc, il y avait toute une page sur comment fabriquer une petite poupée en papier mâché. Donc, j'avais repris l'astuce et puis j'avais fait... c'était des petites poupées qui tiennent avec des petits élastiques pour les bras, voilà. Et ça a été un petit peu un début de déblocage du graphisme. Et puis après, ça a encore évolué parce que Goulwen voulait que... Là, elles ont des faces assez plates. Goulwen voulait qu'elles aient un peu plus de joues. Donc là, on a changé encore le graphisme, mais c'était déjà un premier jet, on va dire. Ouais. Et on est parti très vite aussi sur l'idée de... Comme tu voulais des expressions très issues de l'univers du manga, des expressions, des grosses bouches, des yeux dans tous les sens, tout ça, et qu'en stop motion, ça aurait voulu dire découper plein de petites phases en papier, le truc hyper complexe, et puis on voulait vraiment avoir une liberté au niveau de ces expressions, donc on est parti tout de suite, enfin très vite en tout cas, sur l'idée de les expressions, on les fait en post-prod, en 2D. Et puis, on y reviendra, un gros travail de compositing derrière. Et puis, ce qui joue en notre faveur, c'est que c'est cohérent avec le propos. C'est des enfants, il y a un style manga, on est plongé dans un univers un peu geek. Donc, les yeux en 2D, ça épouse bien. C'est pas quelque chose qu'on pourrait faire sur n'importe quel projet, en fait. Donc, finalement, c'était une petite solution qui épouse bien notre parti pris graphique et notre propos. Donc, c'était vraiment top, quoi. Alors, donc, comme tu en parles tout de suite, on va aller tout de suite. Donc, sur le tournage, vous tournez sans visage. Sans visage. Voilà. Mais à la fois, si j'ai bien compris, il y a plein d'effets, notamment qui viennent de cette culture manga, de ces codes visuels japonais, comme la speedline. Les speedlines, qui, en fait, sont quand même reconstitués en volume. En volume. Ouais. Et alors, notamment, je crois, par exemple, vous utilisez... des smears. Oui, voilà. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Parce que ça, cette hybridation, c'est quand même un des points les plus intéressants de ce projet. Alors, on n'invente rien. Hein. Oui, vous n'inventez rien. Mais bon. On n'invente rien. C'est des choses qui ont déjà été faites. La substitution, les speedlines, même les smears, on l'a déjà vu dans d'autres projets, que ce soit en stop-mo ou en 2D. Là où en fait on va dire qu'on a notre originalité, c'est qu'on pousse, on assume vraiment et on pousse le bouchon un peu plus loin, et où effectivement, comme tu le dis, on veut que ce soit matiéré en volume. C'est-à-dire qu'une smear, alors je pense qu'on a un public qui est quand même... Tu peux quand même... qui connaît l'animation, mais pour ceux qui ne savent pas, on le voit beaucoup dans la Japanime, mais on le voit depuis longtemps dans l'animation. Enfin, c'est une astuce. Entre une pause clé ici et une pause clé là pour faire un mouvement rapide, en fait, on va faire la main ici, la main là, et entre les deux, juste une tache de peinture, comme ça, qui donne cet effet de rapidité, de flou, de mouvement, et donc qui est très facile à utiliser en dessin animé, et qu'on n'utilise pas trop, mais qui existe, qu'on a déjà vu en stop-mo. Et donc, comme c'est des super-héros, et qu'ils bougent très vite, et qu'il peut y avoir des petites choses, des acrobaties, parce que la lucha libre, c'est de l'acrobatie. Je me suis dit, c'est malin, on va reprendre ça, et on va faire nos smears, mais elles aussi, on ne va pas les intégrer en 2D, on ne va pas les intégrer en After Effects, on va les jouer au tournage, on va les fabriquer vraiment en papier mâché, ou en papier en tout cas, coloré, et les shooter avec la lumière, la bonne perspective, la marionnette, et ça donne vraiment des... Alors, ça donne des trucs sympas, c'est mon avis. Moi, je trouve que ça marche, mais c'était un pari. Voilà, c'était un pari graphique de me dire, tiens, est-ce que ça va marcher? Et le teaser m'a permis de tester ça. Pareil, les speedlines, c'est les lignes de vitesse qu'on met dans le décor pour simuler la vitesse de mouvement qu'on trouve beaucoup dans les mangas. C'est un code du manga. Mais pareil, ces speedlines, j'ai voulu que ce soit des vraies lignes en matière qu'on peut toucher, qu'on peut sentir. Donc on a mis des baguettes de bois colorées, et on les a shootées, on les a animées, et vous l'avez vu en fait dans le teaser quand ils se transforment, c'est des petites choses comme ça, ce petit langage graphique, et donc ça participe à faire accepter les yeux en 2D, je pense, parce qu'on est vraiment dans cet univers graphique, quoi.
Et en termes donc derrière sur le compositing, c'est comment ça va se passer Ça va se passer qu'au tournage, on a, comme tu l'as dit, des marionnettes qui n'ont pas de visage. Donc en fait, ça fait que, en théorie, on anime un peu plus vite parce qu'on ne doit pas s'occuper des yeux, on n'est pas en train de perdre une pupille, un sourcil, de devoir refabriquer une bouche ou de se dire ah ben là quand on éclaire cette bouche, finalement on voit qu'elle n'est pas creuse. Ça c'est si des gens font de la stomo, ils savent de quoi je parle. Donc tout de suite on se concentre sur un langage corporel avec une animation très cut, donc ça nous permet d'aller un peu plus vite. Et on met des petites croix à la place des yeux. Et ça permet à l'équipe du compositing de pouvoir traquer le visage, de recaler les animations des yeux et des bouches sur le visage et suivre son mouvement. C'est ce qu'on a fait sur le teaser qu'on a testé et on a eu l'aval du producteur, donc c'est que ça doit rentrer dans les clous. Voilà. Donc là, vous voyez, on tourne avec ces personnages. Et les petites croix, effectivement, c'est pour pouvoir ensuite caler les yeux, s'ils tournent la tête, s'ils bougent, s'ils sont de profil de 3/4. On arrive à déformer la 2D et à avoir ces repères pour ce qu'on appelle le tracking. Il y a un logiciel qui va traquer ça. Alors la petite... yes. Voilà. Donc voilà, les petites smears, c'est du papier. On le joue... je ne sais pas si tu peux faire de l'image par image avec ton lecteur. Mathilde Parquet qui anime. Donc là, on anime sur fond bleu, ce qui nous permet ensuite d'aller incruster les speedlines qui seront animés après. Là, voilà, ça c'est la marionnette au repos avec ses speedlines qui pendent au-dessus d'elle. Donc ça peut être fait en pâte à modeler ou en papier avec un fil d'alu dedans. C'est très simple à faire. On prend un petit fil d'aluminium recuit qu'on scotche avec des deux côtés, on l'enferme en sandwich avec du scotch de peintre. On coupe la forme qu'on veut, un coup de pinceau et voilà, on a une smear en même pas une minute. Et on peut la tordre, l'animer, lui donner la forme qu'on veut, l'inclinaison qu'on veut. On peut rallonger les bras des marionnettes avec des bouts de patame, parce qu'ils ont des grosses têtes et leurs bras ne peuvent pas... donc c'est des triches, c'est que de la triche en fait, hein, le cinéma de toute façon et l'animation encore plus. Donc on les déforme, on leur rajoute des morceaux de pieds, de bras, et dans la vitesse du mouvement, ça passe. C'est l'illusion du mouvement. Donc le spectateur se fait avoir. Et vous verrez pas vous les verrez si vous faites vraiment attention image par image, quoi. Donc lui c'est le gros méchant. C'est un des gros méchants, c'est un des sbires. C'est une calaca déguisée avec un poncho et un chapeau mexicain et qui est un des gros bras du grand méchant en fait. Mais c'est un zombie qui va faire un casse dans un musée et donc pour rentrer dans le musée il se déguise un peu comme les Dupont qui avaient toujours des costumes à côté de la plaque. Un peu cliché, c'est un peu ça, quoi. Ils sont en mode le cliché du Mexicain qui essaie de se faire passer incognito et puis qui en fait pas trop, quoi. Je sais pas si tu l'as ce plan parce qu'il est assez joli. Ah si. Voilà, on a un petit peu de ralenti et donc quand on tape dans les voilà, il y a le côté piñata où on tape dedans. Donc les piñatas au Mexique, pour ceux qui savent pas, c'est aux anniversaires. On fabrique une figurine en papier mâché qu'on remplit de bonbons et ensuite les enfants passent et avec les yeux bandés doivent essayer ils passent tour à tour et en chantant pour essayer de la casser et une fois qu'elle est cassée tous les bonbons tombent et on se rue sur les bonbons. C'est énormément apporté en France. Et du coup on a gardé cette idée même si au début il y avait une première mouture du scénario où c'était vraiment des piñatas et donc quand on tuait le méchant il y avait des bonbons qui allaient partout mais c'est une très vieille version de l'histoire. Mais on a quand même gardé le côté que quand on explose les méchants ils partent en nuage de fumée un peu rose bonbon, un peu barbe à papa. Et alors ça rejoint un peu l'écriture parce que on doit un peu édulcorer quand on écrit pour la jeunesse. Faut pas qu'il soit trop effrayant. Ça on va vous entendre après, c'est intéressant. Mais voilà, ça illustre un peu comment le parti pris graphique aide à résoudre des problématiques d'écriture pour la jeunesse. Comment faire en sorte je veux quand même qu'on se batte, il faut quand même taper sur un méchant. Faut pas qu'il y ait de sang, faut pas que ça fasse peur, faut pas qu'on blesse quelqu'un. Donc il faut que ça reste coloré, pop, sucré, marrant en fait. Et c'était une solution qui allait d'elle-même un peu. Bon, ça on va y revenir. Alors, ouais. On va finir un petit peu les diapos sur cette partie.
Et donc, il y a une partie tournée à Rennes Oui, et une partie à Lille. Alors, il y a une partie... évidemment, par rapport à des questions de financement, on Ouais. entendait Mathieu, mais c'est quoi la répartition? Enfin, qu'est-ce que vous tournez à Lille À plus Lille, on va particulièrement prendre... alors, il y a plusieurs décors. Et à Lille, on a décidé d'envoyer un intérieur. Le décor intérieur, en gros, le QG du méchant. Toutes les scènes qui se passent dans le QG du méchant sont faites à Lille. sont faites à Lille. Il y a 4 personnages. Donc, le méchant, sa disciple, qui l'accompagne un peu partout dans ses mauvais coups. Et les 2 Calacases, donc une grande et une plus baraquée, plus petite, qui sont les 2 un peu les gros bras, quoi, ces gardes du corps, on va dire. Et donc ces 4-là, dans l'intérieur, dans son QG, vont aller à Lille. Et donc ça permet, en fait, c'est une idée très pertinente de Mathieu qui a maintenant, qui a l'expérience pour dire, là, on n'aura pas de problème de lumière, de raccord lumière, parce que c'est un intérieur. Donc envoyer un extérieur, puis un autre bout d'extérieur ailleurs, en termes de lumière, de raccord, ça peut poser des problèmes. Donc là, on isole. On se débarrasse de ce problème et ils peuvent tourner toutes les séquences sans besoin de raccorder avec ce qu'on fait à l'extérieur. Ok. Voilà. Et donc, reparlons de la cible. Ça, c'est intéressant. Agnès, est-ce que vous pouvez parler de comment on s'adapte pour cette cible de 6-10 ans? Parce qu'en effet, il y a quand même une forme de violence. Hein, on est dans la lutte. Bah, c'est pour ça que je suis allé chercher Agnès, en fait. Je sais pas, je sais faire que des films pour les tout petits. Des trucs Au niveau mignons. graphique, moi, il n'y a pas. Enfin, Ouais. voilà, c'est mon domaine. Si tu sais faire tout. Mais c'est plus au niveau de peut-être de l'écriture que là, pour le coup, il y a des choses. Ouais. Mais... Bah, moi, graphiquement, je fais que des monstres et des super-héros, donc pour s'adresser aux enfants, c'est compliqué. J'arrive pas à faire des trucs mignons. Enfin, ça me demande beaucoup d'efforts, de travail. Et en fait, autant aller voir quelqu'un qui fait ça naturellement. En termes d'écriture, c'est un peu long, parce que moi, c'était la première fois que j'écrivais pour cette cible. Donc, j'ai tout découvert, hein, le processus d'écriture, les problématiques d'écriture. Et Suzy Le Texier, Suzy elle Le avait déjà Texier. cette expérience avant? Alors, ou... elle a travaillé longtemps en production à JPL Film, donc elle sait, elle a lu, elle a fait de la production, donc elle a lu des dossiers, elle a accompagné des auteurs, donc elle avait ce regard. C'est ma compagne, soit dit en passant. Donc elle a bifurqué, elle a quitté le monde de l'animation et de l'intermittence, mais comme on vit ensemble, forcément, elle a toujours un regard, et donc forcément, quand je me suis mis à écrire, je lui demande son avis, elle ne peut pas s'empêcher de le donner, donc de fil en aiguille, elle est devenue co-autrice avec moi, parce que je lui ai dit, à un moment donné, c'est plus que mon histoire, c'est aussi la tienne. Donc. Oui. Et donc ça aide parce que elle a un peu cadré ça, elle m'a un peu, oui, elle m'a un peu cadré, elle a apporté un peu de structure dans tout ça. Et en fait, c'est très plaisant d'avoir quelqu'un pour jouer, en fait, que ce soit Agnès ou Suzy ou même Mathieu, avec qui on a beaucoup échangé. C'est ça que j'aime bien dans la stop motion, c'est qu'on grandit ensemble. Enfin, le produit. Enfin, je vois vraiment ça comme on amène une caisse de Lego et tout le monde met les doigts dedans et on construit quelque chose ensemble. Moi, j'aime beaucoup ça. Et donc, on a découvert avec Suzy, puisque même si elle avait lu et accompagné des auteurs, là, elle était scénariste. Et donc, on passe de l'autre côté. Et là, vraiment, on découvre ce que c'est d'avoir des retours, d'attendre des retours, d'avoir des retours qu'on aurait pu avoir plus tôt, qu'on nous dise ça, vous n'avez pas le droit de faire. Et il y a un truc un peu fou qui se passe, c'est qu'on réfléchit beaucoup, on écrit une histoire, on essaie de répondre à toutes les problématiques. Et quand on rencontre des gens qui vont nous accompagner, qui vont faire des retours sur cette écriture, on a un peu l'impression, je dis un peu, mais pour un peu caricaturer, on a l'impression qu'ils doivent refaire ce processus d'écriture avec nous pour arriver presque à notre même conclusion. C'est un truc un peu qui rend un peu fou, et parce que ça prend du temps. Oui. Et qu'effectivement, mais ce qui est normal, parce que ils vont questionner pourquoi tel choix. Et en fait, nous, on a déjà réfléchi, on a déjà la réponse, on sait pourquoi on a fait ce choix-là. Mais ils ont besoin de faire le cheminement. Et oui, ils à ont nouveau, besoin de faire le cheminement que nous on a fait. Mais ça améliore, parce qu'en chemin, ils vont aussi nous apporter des choses et en enlever d'autres qui n'ont pas leur place, parce qu'ils ont un cahier des charges, ils ont des choses, ils ont leur ligne éditoriale. Et donc ça, on revient pas exactement au même point, mais on a un peu cette impression pendant le processus d'écriture. Ça peut être très décourageant,
Donc c'est pour ça que j'ai adoré être accompagné, que ce soit par Agnès, qui tout d'un coup, quand elle nous a envoyé ses recherches graphiques, ça relance un peu, on dit ah c'est génial, c'est beau, et ça relance un peu de jus dans la machine. D'avoir quelqu'un qui coécrit aussi avec vous, quand nous on n'en peut plus, on n'a plus d'idées, quelqu'un qui relance la balle, qui jette des idées, et puis ça repart. Et en fait j'ai adoré écrire, j'ai adoré le challenge de on a l'impression qu'on se prend un mur, comment on va le contourner, comment on va l'escalader, et souvent comme je disais, on trouve la solution grâce au graphisme. Parfois c'est pas le graphisme, ça va être une référence qui nous dit en fait ça a déjà été fait, puis c'est le ton, en fait on s'adresse à cette cible donc on a le droit de pas le prendre trop au sérieux. Enfin c'est un peu décousu ce que je dis, mais c'est un exercice assez que moi j'ai trouvé plaisant. C'est comme un jeu, voilà, un parcours un peu pas fléché. C'est vrai que je me rends compte que il y a beaucoup de personnes qui sont inquiètes. On a des stagiaires qui s'inquiètent des fois du temps du développement d'un projet, ça leur paraît... Et c'est vrai que moi, je ne me rendais pas compte, c'est là en réalisant que, ça fait depuis plus de 2015, je ne sais pas quand est-ce qu'on a commencé à parler de ça, mais à mon avis, peut-être même 2014, quoi, du coup, parce que, bref. Mais ça fait hyper longtemps que je ne me rendais pas compte du tout, parce qu'en fait, Et en plus, on a travaillé des fois. On a développé ça quand même comme une série. Vous avez écrit des épisodes. Ouais. Moi, j'ai dessiné des personnages qui n'existent plus du tout. Et puis, quand je recherche, quand je jette des coups d'œil aux recherches graphiques, je me dis c'est fou le nombre. Oui, il y a un moment donné, on ne sait plus où on en est. Et on penserait trop à ça dès le début. On se dirait, ça pourrait paraître décourageant de se dire, mais toute cette matière pas utilisée. Et en fait, c'est plutôt amusant, moi je trouve, c'est tout ce processus. Et puis on n'est pas tout le temps dans l'attente, on n'est pas que là-dessus. Après, il y a d'autres projets qui se font. Et toi, Agnès, par rapport à tes expériences passées, tu évoquais Dimitri. Qu'est-ce que ce projet t'amène de nouveau déjà... Qu'est-ce qui a pu, par exemple, être frustrant c'est pas une question piège, dans des projets passés qui là t'amène un vent frais, de toute façon, nouveau, de travailler avec Goulwen, c'est sûr que avec toutes ces idées un peu novatrices, parce qu'en fait tu innoves un peu au fur et à mesure en même temps avec toutes ces histoires. Tu mets ça en place à fond sur les semaines. C'est vrai que tu n'en as pas parlé, mais au début, tu te rappelles, on avait parlé avec Lubna, mais sur Dimitri, il y avait cette animatrice, Julia Péguet, qui était là vraiment dans les toutes premières animatrices. Elle était là la première semaine de tournage, donc elle a fait des petits tests d'anime. C'était la première fois qu'on animait les marionnettes, tout ça. Et il y a un petit personnage, Sally, qui est une souris, qui est très très vive. Elle sort d'un terrier, elle fonce. Donc Julia Péguet avait travaillé chez Hardman, et avec la pâte à modeler, tout ça. Et elle nous avait montré ça. Elle avait fait une proposition de, OK, comme elle est très rapide, je peux vous proposer de faire une anime où on fait une traînée pour faire la vitesse, donc des smears. Et bon, moi, elle nous avait parlé de ça, j'étais curieuse de voir ce à quoi ça ressemblerait, mais c'était en fait... Ça correspondait pas à l'univers de Dimitri, qui est beaucoup plus doux. On n'est pas dans le speed comme ça. Ça correspondait pas à l'univers, mais par contre, on était impressionnés de cet effet-là. Et toi, t'avais vu ça aussi? Moi, ça m'a rendu fou. Mais du coup, ça a été un peu, peut-être aussi un déclic ça rejoint ce que je disais au début. Après, tu l'as approprié. Alors lui, il le fait du coup en papier mâché, mais il a Goulwen, il suit son idée. Parce qu'il y avait tout un tas de choses à fabriquer comme ça, tous ces smears. Et en fait, je me rappelle que Sophie, qui n'est pas là aujourd'hui, qui est chargée de prod, ça faisait partie de la liste des choses à fabriquer, mais je disais, mais nous, on ne peut pas, c'est Goulwen. Il n'y a que Goulwen ou un animateur, c'est un peu truc que toi, tu peux mettre en place, mais nous, on ne peut pas imaginer forcément... C'est quelque chose, c'est un taf d'animateur, quoi. Donc, bref, Goulwen, il fait tous ses smears. Entre deux installs, et je bricole des petits. Et moi, j'adore. En fait, on a été vachement sur la même longueur d'onde quand même pendant tout ce projet-là. On est quand même assez souvent. J'adhère à ses idées, il adhère aux miennes. Alors, par rapport à Dimitri aussi, en comparaison, après, moi, il n'y a pas de choses que je regarde sur Dimitri, mais par contre, là, il y a des choses qu'on a mis en place plus à fond, mais qui sont liées au projet. Et notamment, on a joué le jeu comme tout est en papier, en carton, tout ça, même au niveau de la fabrication des décors,
on s'est dit, on fait le plus. Enfin, en fait, on n'a pas utilisé de résine, contrairement à beaucoup de projets. Il y a de l'aspérité, il y a des aspérités. C'est ça que vous vouliez, quelque chose de plus brut. De plus brut. Alors nos maisons, elles sont en carton. On a presque pas acheté on a acheté beaucoup de peinture, mais on a été économe en matériaux. On s'est débrouillé vachement avec. Il y avait des murs qui restaient par exemple de Signal, un autre projet en stop motion. Vous avez été écolo sur les. Ouais, on a été écolo, mais pas. Alors parce que ça nous. Enfin, c'est un sujet. C'est vrai que la stop mo, pour le coup, on utilise vachement de polystyrène, de trucs qui se recyclent pas. Ou des fois, on fabrique des objets. Des fois, c'est des mêmes aberrants. J'avais travaillé sur Interdit aux chiens et aux Italiens comme décoratrice, et j'avais fait une petite table de chevet un peu ancienne. Enfin, je crois que c'était sur ce projet-là. Et il y a Maud Gallon, qui est aussi décoratrice, qui me dit, c'est fou, j'ai fait pour je sais plus quel projet, il y a 1 ou 2 ans à JPL, exactement la même table, parce qu'on a... donc en fait, des fois, on refabrique des choses. On recycle pas. On recycle pas toujours. Donc là, à Vivement Lundi, il y a eu une petite ressourcerie déjà de mise en place avec tout ce qui est un peu récurrent sur les projets, des assiettes, des couverts, plein de petits accessoires qui peuvent servir d'un projet à l'autre. Sur Super Lucha, on peut pas forcément toujours les utiliser tels quels parce qu'on est sur le papier et le carton. Donc des fois, ça arrive qu'on les récupère et qu'on les recouvre de papier. Mais sinon, on a essayé vraiment de récupérer au maximum de cartons, de boîtes d'œufs. Tout le monde a rapporté ses petites boîtes d'œufs pour... Jean-François aime bien les omelettes. Ouais, moi j'ai mangé beaucoup d'omelettes avec les enfants aussi. De rouleaux de PQ. Les 3 enfants mangent beaucoup d'œufs, mais c'était pas encore assez. On en a mangé un peu plus pendant une petite période où on en avait besoin. Voilà. Donc, là, on peut voir un petit peu des décors. Et ce qui est assez rigolo, donc là, Yaeka qui est sur la fabrication des décors depuis le début aussi. Donc, elle avait fabriqué pas mal de maisons. Donc il y avait tout le processus de fabrication. Et puis ça prend de la place, donc elle les avait entreposées sur les plateaux. Et puis après, une fois qu'elles étaient terminées, elle les ramenait à l'atelier. Et comme on veut que ce soit tout détruit, abîmé, donc après on s'amuse à tirer, à arracher des bouts de carton. Donc Yaeka revenait à l'atelier avec son marteau et tapait très fort dans la caisse. C'était un peu impressionnant. Ouais, c'était assez rigolo parce que dès le début, on voulait un univers où on voit le carton, où on voit la matière, mais que ça joue les matières du monde réel. C'est-à-dire qu'on va croire que c'est une fissure dans le crépi ou dans le ciment. Et en fait, c'est juste on a déchiré du carton. Et moi, je voulais vraiment que ça nous aide parce qu'il y a eu dernièrement en stop-mo, dernièrement, ça commence à bouger, mais il y a eu un espèce de mouvement où la stop-mo cherchait à rattraper l'image de synthèse. Parce que donc on arrivait à des trucs aberrants où au lycée, quoi. Oui, c'est-à-dire il faut que ce soit au moins aussi bien que Pixar ou DreamWorks. Et si les gens disaient waouh, on voyait pas que c'était de la stop-mo, on dirait de l'image de synthèse, les gens s'en félicitaient. Et de l'autre côté, on a vu l'image de synthèse qui développait une image où on va rajouter des fausses traces de doigts comme si c'était de la pâte à modeler et qui enlève des images pour donner un côté saccadé comme de la stop-mo. Et là, on est arrivé à un paradoxe complètement absurde où pourquoi vous ne faites pas directement de la stop-mo et pourquoi vous ne faites pas directement de l'image de synthèse en fait. C'est changer de bureau, aller chez le bureau d'en face et puis... Et donc moi je voulais revenir vraiment à une stop-mo assumée parce que quand on court après les images de synthèse, en fait on se condamne à ce que tout soit parfait et ça prend trop de temps. Et même si évidemment on en est capable, tout est possible en stop-mo, mais ça prend du temps, ça prend de l'argent. Et puis où est le plaisir en fait si on est tout le temps en train de courir après une perfection alors que c'est pas ça la richesse de la stop-mo. Les gens qui sont ici, qui regardent la stop-mo, ce qu'ils aiment c'est voir. Merci, mais oui. Ça fait appel à une autre sensibilité, on sent qu'on peut toucher et en fait la magie de la stop-mo c'est de voir que c'est un objet qui est censé être inanimé, qui tout d'un coup bouge. Si tout d'un coup on se dit que c'est de l'image de synthèse, cette magie elle est plus là. Alors c'est très bien animé mais on est plus porté par l'histoire et puis l'esthétique est jolie. Mais il n'y a plus cette magie de se dire je peux pas le faire chez moi et il devrait pas bouger ce petit bonhomme et pourtant il est là, il s'anime. C'est un truc qui est très sensoriel, qui est très lié à l'enfance, au fait qu'on est quand même encore
des créatures charnelles, matière. Oui, Là, tu l'as très on a bien un rapport à la expliqué au matière, début, quoi. d'ailleurs. Et donc c'est pour ça qu'on a cherché ça. Et au début de la fabrication, les techniciens qui sont vraiment les meilleurs en France, de ce que j'ai entendu, c'est pas moi qui l'ai dit, étaient vraiment un peu bousculés quand je leur disais de moins s'appliquer en fait, de faire moins bien, parce qu'ils cherchaient justement, il y a eu ce formatage un peu de faire la perfection, un truc droit et tout. Je dis non, je veux que ça soit. Agnès, toi-même, la première marionnette que tu m'avais montrée, alors c'est peut-être pas celle-là, était très jolie, très lisse, trop lisse. Et moi je lui ai dit non, il faut que tu puisses, il faut qu'on sente les plis, il faut qu'on sente des ratés, parce que ça va faire passer tous les défauts qu'on peut pas contrôler en fait, et ça va. Le parti pris graphique donne une certaine liberté de ok, il y a des imprévus, il y a des trucs un peu maladroits, mais c'est pas grave parce que ça fait partie de la stop motion, ça fait partie du délire graphique. Mais c'est une question de dosage parce que si on va trop loin, ça fait cheap. Et donc voilà, mais ça on le trouve au fur et à mesure, quoi. Et comment ça a été reçu tu parlais de ton travail sur le scénario avec France Télévisions. Comment ça a été reçu, ça, par exemple, ça a été... Sur le graphisme, il n'y a pas eu trop de soucis. Ils ont adhéré tout de suite, ça leur a plu. On n'a pas eu trop de retours, quoi. Enfin, c'était minime, mais c'était vraiment pas sur le côté matirage. Et franchement, c'était des retours, c'était juste des questionnements. Est-ce que les têtes sont pas un peu trop grosses? Est-ce qu'ils font pas trop jeunes? On disait oui, on disait non. Enfin, si on pouvait argumenter et justifier, voilà, c'était pas. Ils ont jamais trop été. Voilà. En fait, c'est pour ça que ça sert de s'entourer de gens talentueux. C'est que Agnès, elle a géré vraiment la plus grosse partie du graphisme et c'est passé comme une lettre à la poste. C'est plus sur l'écriture où ils étaient plus tatillons, ce que je comprends, parce que on envoie un peu des enfants se battre contre des monstres. Donc tout de suite, c'est faites pas ça à la maison, les enfants. Mais non, sur le graphisme, on n'a jamais eu de retour. Mais je pense que la question que ça fasse cheap ne se pose pas parce que je trouve que l'animation est très bien. En fait, je trouve que les films qui font un peu qui pourraient faire cheap, c'est peut-être plus quand l'animation est maladroite ou qu'il y a un personnage qui bouge bizarrement. Enfin, tu penses qu'un beau décor, une belle marionnette mais mal animée, ça ferait plus cheap? Ouais, je pense. Ouais. Déjà, il n'y a pas que les décors qui comptent, il y a aussi la lumière, la façon. Enfin, je trouve que l'animation est super chouette. Ouais. Et effectivement, on est vraiment hyper content à chaque fois qu'on découvre les images. Comme hier, qu'est-ce qu'on a vu? Il y a un plan qui est en train de se faire avec des flammes qui apparaissent sur les marionnettes de Moctemomia, le personnage de Moctemomia, parce qu'il sort à l'extérieur et en fait, il supporte pas la lumière du soleil. Et donc, il y a des petites flammes en papier, en carton. Et en fait, ça nous fait tellement plaisir de voir. L'animation est super bien faite et c'est du bricolage, c'est de la bidouille et on est tellement content de ne pas avoir fait ça parce qu'en stop motion, ça arrive qu'on se dise on va jouer ça en effets spéciaux, en post-prod par ordinateur. Et là, c'est tellement plaisant à voir. On a envie de. C'est fascinant, je trouve. Presque parce qu'on adore. On est adepte de ça, mais je pense que les gens qui aiment la stop motion aiment ça pour. Il n'y a pas que le fait que ce soit des personnages en volume et des décors, mais même les effets spéciaux. Je suis d'accord. Donc ça, c'est les planches où Agnès va venir dessiner les différents lips et les différents yeux, les différentes expressions en 2D. C'est un peu la charte graphique pour les animateurs 2D, qui puissent se baser sur son travail et son esthétique pour reproduire ça et l'animer, quoi. Donc on a fait ça t'as fait ça pour chaque perso, hein, à peu près, à peu près, ouais. Ah oui, c'est pas lui le petit catcheur. Ah oui, mais non, ça c'est le méchant. C'est un méchant, mais effectivement le tout début, le personnage principal au tout début. Bon, là c'est un personnage secondaire, mais était plutôt. J'adore ce dessin. De cette forme-là. Est-ce que ça a beaucoup une tête normale, quoi. Voilà, des proportions plutôt normales. Et Moctemomia, on doit avoir. Ça, c'était la première version qui t'a, on va dire, convaincu. C'est ça qui a fait que les têtes ont plus de volume. C'est cette inspiration. Non, c'est pas Moctemomia à côté. Non, c'est. Comme on a fait plein de digressions, je suis allé chercher, mais en effet, on a raté des visuels super beaux. Bonjour. Moi, j'avais une question sur le matériau, donc le papier et le carton. Ouais. Est-ce que vous avez dû gérer des problèmes de fragilité des marionnettes ou du décor? C'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé de ça, du côté technique de la fabrication de nos marionnettes. Donc là, pour le coup, pour ce 26 minutes, contrairement à ce qu'on avait fait au teaser, en fait, on a
on est parti de l'idée de modéliser en 3D nos personnages et de les tirer en impression 3D. En fait, comme on a pu faire en sorte qu'ils aient la même base de tête parce qu'ils avaient plus ou moins, sauf des personnages qui sont un petit peu plus spécifiques comme Pablo, mais ils ont tous la même taille de tête. Donc en fait, le fait de modéliser en 3D, ça nous a permis de faire des tirages de beaucoup des personnages du 26, puis on en a, je sais pas combien de marionnettes on a en tout, on en a Je ne sais pas. un sacré paquet, Plein. parce que les personnages principaux, il y a 4 marionnettes de Moctemomia, 4 ou 5 de Ennio, Chamaco, Il y a 4 plateaux, donc on a dû en faire 4 ou 5. Donc le fait de faire des impressions 3D, ça nous permet de les multiplier un peu plus facilement, sachant qu'elles ont souvent les mêmes bases. En fait, les enfants n'ont pas forcément le même corps, ou ça change de taille. Les adultes, on est parti de l'idée qu'il y avait 2 femmes adultes, elles ont la même base. Au niveau du modelage, c'est juste la peinture qui change. Pour les hommes adultes, il y avait un petit peu des fois des différences, parce que il y a personnage un peu bedonnant, donc des fois on rajoutait de la matière par-dessus, une sorte de pâte à modeler qui sèche à l'air libre et qui est assez légère, parce qu'il faut que les marionnettes restent légères. Là, pour Elena, qui a une queue de cheval, c'est pareil, on a rajouté une pâte à modeler, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais quelque chose qu'on trouve en magasin de loisirs créatifs, qui sèche et qui est assez léger. Et ensuite, on vient papiéter l'ensemble pour donner une unité et l'aspect papier mâché. Ouais, donc la tête est... Bah, vas-y, tu peux montrer si tu veux. Est aimantable. Il faudra qu'on voit en conclusion, parce que c'était sur le teaser, c'était pas le cas. Là, c'est ce qu'on a décidé pour, je sais pas, pour l'instant, il faudra qu'on fasse un bilan à la fin, parce que les animateurs ont peut-être un peu tiqué au début de ne pas pouvoir lever la tête autant qu'ils voulaient, donc il y a des petites astuces à trouver. On a pris ce risque entre le teaser et le 26 de mettre ce système d'aimantation des têtes. C'est une pseudo-bonne idée. C'est-à-dire qu'en fait, ça marche mieux pour certaines morphologies que pour d'autres en termes de design de personnages. Mais ça va, c'est pas... Ça nous met pas de bâton dans les roues, mais disons que c'est plus pertinent pour certains que pour d'autres, mais ça se passe très bien. Voilà. Mais ça fait partie des petits bilans qu'on pourrait faire. On n'a pas du tout parlé non plus de l'animation par substitution, qui est quand même assez spécifique. Tu veux que je la tienne ? Ouais, ou tu peux l'expliquer pendant que je fais la démo ou... Oui, mais non, mais c'est toi l'animateur, parce qu'on le dit, on en rigole, mais c'est un peu un film d'animateur Goulwen. Voilà. C'est un peu. Donc, comme je le disais, on n'a rien inventé. La substitution, ça existe en animation depuis que l'animation existe. C'est un peu frustrant parfois quand on anime des marionnettes classiques en stop-mo, de ne pas pouvoir étirer, de ne pas pouvoir faire des poses un peu stretch, un peu différentes. On est limité par la réalité physique du personnage. Et en fait, en 2D, on peut dessiner un bras plus long, faire un truc un peu plus cartoon, plus stretch. Et je me suis dit, pourquoi on ne fait pas de la substitution, puisque ça a été fait sur des séries, je ne sais pas si vous connaissez Pingu, le petit pingouin, c'est quand il marche, c'est que de la substitution. Il y a plein de phases de pingouins différentes. Et des fois, on fait ça, de la substitution en animation, pour certains plans, pour certains effets. Et je me suis dit, tiens, et si nos marionnettes, en fait, avaient une série de bras définis. Je sais que Disney enseigne à ses animateurs à dessiner un certain nombre de mains. On ne dessine pas toutes les mains. Il n'y a que ces mains. Ils ont défini, en fait, dans leur charte graphique, ces mains-là, on peut les lire, on peut les comprendre, donc ce n'est pas la peine de dessiner d'autres inters. Voilà. Je me dis, mais en fait, c'est ça l'animation, c'est qu'il y a des choses visuellement qui sont lisibles, et il y a plein de choses qui ne servent à rien. Donc, est-ce qu'on ne peut pas épurer ? Et donc, j'ai décidé de faire des bras. Voilà, on a 6 paires de bras, mettons. Un bras tout droit, un bras un peu courbé, un bras plié, des bras croisés. Et en fait, on va animer, et il y a juste un petit fil de cuivre et d'alu au niveau de l'épaule, au niveau de l'articulation, qui permet de jouer quand même des petites anticipations et des petits amortis entre le changement de phase. Vous me dites, ça marche, quoi. À l'anime, on ne voit pas qu'on a changé de bras, j'ai l'impression. Encore une fois, le teaser permettait de tester ça.
de se dire est-ce qu'on va pas dans le mur, est-ce que c'est pas une idée qui fonctionne dans ma tête mais qui en fait en stop-mo ne fonctionne pas. En fait si, c'est juste qu'on a en plus la richesse de la lumière, du volume, de la profondeur qui viennent enrichir tout ça. Puis ça permet aussi de donner une unité à l'animation, Ouais, j'ai l'impression. exactement, Parce que, ça contraint un peu les animateurs, mais du coup, ça les oblige à faire des choses. Toi, tu as dirigé plein d'animateurs et du coup de style, et tu as peut-être eu ça, ce problème de dire les posings sont différents alors que c'est le même personnage. On en avait parlé. Ouais. Est-ce qu'il y a une autre question? Bonjour. Du coup, moi, je vais vous poser une question sur le budget. Du coup, au début, vous avez dit que ça coûtait... je suis là, pardon. 800 000 euros. Et du coup, je voulais savoir si c'était un budget plutôt confortable pour une série ou si c'était assez juste. Et si c'était juste, est-ce que vous avez pris des choix en fonction du budget ou... C'est plutôt une question de producteur, ça. Mathieu, tu veux venir en parler? Moi, j'avais demandé 700 000 comme salaire. Donc, je trouve que c'est un peu juste. Vous voyez ce qui reste pour le film. Voilà. D'où le papier, la récup, le carton. Alors c'est pour un 26 minutes, hein, c'est pas pour une série les 800 000 euros. C'est un budget pour la stop-mo. Alors après, on sait un peu, on a des plafonds, on sait combien d'argent on peut aller chercher pour ce type de projet. Et j'avais pas envie en fait de partager trop le travail dans plein d'endroits. Donc on a travaillé avec Nadasdi parce que ça fait plus de 20 ans qu'on travaille ensemble et c'est très rapide, on a juste à rallumer le contact et on peut repartir à travailler ensemble. Et puis dans le Nord parce qu'on aime beaucoup les gens avec qui on travaille et on commence à développer un axe Lille-Rennes. Donc voilà, avec ça je savais à peu près combien d'argent je pouvais avoir. Et puis après c'était aussi un petit défi entre Goulouen, Agnès et moi, c'est de se dire qu'on pouvait faire ce type de film, de l'action, dans un budget maîtrisé, parce qu'on sait bien que la stop-mo, ça peut vite partir dans un budget énorme. Et donc, on s'est contraint à... Voilà, c'est de l'animation sous contrainte, hein, c'est de la substitution, mais on sait que on a peu de bras, les bouches sont intégrées, donc normalement, le tournage va un peu plus vite. On est sur des quotas, vous n'en avez pas parlé, mais c'est des quotas assez hauts, c'est 9 secondes, donc pour des animateuristes, ça peut faire beaucoup, mais en vrai... Goulouen a développé cet univers aussi pour arriver à ce type de choses. Donc, je ne peux pas dire si c'est confortable, parce que ça, c'est à eux de me le dire, mais j'ai l'impression que ça fonctionne. Moi, je sais pas. Oui. On est en plein dedans, donc on n'a peut-être pas encore le recul, parce que, en fait, c'est compliqué. Tu parles de quotas, mais... c'est vraiment sur la durée qu'on peut voir si on fait nos quotas. Au jour le jour, il y a des jours où on va faire plus, il y a des jours où on va faire moins, et il faut vraiment faire une moyenne. Et là, peut-être à la moitié, on a enchaîné un peu tous les débuts de tournage. C'est toujours les moments où on voit tout ce qui marche pas, tout ce qu'on a fait, qu'on pensait que ça marcherait, et puis ça marche pas. Donc il y a pas mal de réajustements, donc on prend un peu de retard, sachant que j'ai l'impression que c'est un métier où on démarre toujours, quand on démarre, on est déjà en retard, j'ai l'impression. Donc on démarre, on est déjà un peu en train de courir après toute la prépa qu'on aurait voulu avoir, qu'on ne peut pas avoir. Mais ça, on le sait. Donc, c'est aussi... Enfin, c'est ce que je disais depuis le début. On a réfléchi, c'est des frustrations, c'est des envies, c'est des constats. Et on se dit, quelle solution on peut trouver? Parce que l'argent tombera jamais, j'ai l'impression, du ciel. On sera toujours en train de courir après ça. Donc, je me suis dit, c'est à nous. Tu me l'as dit, en fait, Mathieu, très tôt, dit, c'est à nous, techniciens, d'être malins, de trouver des solutions, que ça fasse pas cheap, que ce soit... pertinent graphiquement. C'est un pari en fait, Super Lucha, pour moi, de me dire est-ce qu'on peut enfin faire un projet de stop-mo où c'est beau, on est fier et où le producteur est content parce qu'il se dit je te rassure, on est toujours content. Oui, on est toujours content, mais il y a toujours je trouve en stop-mo cette espèce d'épée de Damoclès qui fait que c'est trop compliqué, on est un peu frileux. Il a fallu convaincre France Télé. Je sais qu'ils ont demandé plusieurs fois, mais comment vous allez faire tout ça? Est-ce que vous êtes sûr que vous pouvez? Donc je ne sais pas comment c'est dans les autres, dans la 2D, dans la 3D, mais j'ai l'impression que la stop-mo, ça fait vraiment un peu peur. Parce qu'en fait, il faut se dire qu'on a toutes les problématiques de la 2D et toutes les problématiques du live ensemble. Mais on a aussi la richesse des deux. Donc, pour moi, ça vaut le coup, quoi. Et pour finir sur la prod, vous en êtes tout du financement? Est-ce que c'est
Ah, le financement est clôturé. Et sur l'international, ça répond comment à un projet comme celui-là, manga mexicain Je ne vais pas demander au vendeur international qui est dans la salle de venir en parler. Non, c'est un petit peu tôt. C'est-à-dire que cette typologie de projet qui n'est pas tirée d'une IP très connue, il faut attendre de montrer des images. Donc c'est plutôt quand le film est fait que là, autour de minuit, qui est notre vendeur international, va pouvoir commencer à travailler. D'accord, ok. Il y avait une question là, s'il vous plaît, au deuxième rang. Je voulais savoir au niveau des smear frames, Ouais. est-ce que c'était un truc que vous prévoyez à l'avance ou c'est un truc que vous discutiez avec les animateurs sur le moment et vous dites à ce moment-là on met une smear et on la crée ou... Alors c'est un peu des deux. Moi j'ai fait le storyboard, donc j'ai le film dans ma tête et donc j'ai déjà identifié où est-ce que je veux des smears, où est-ce qu'il pourrait y en avoir. Et ensuite, moi c'était vraiment mon souhait, c'est que les animatrices comprennent le délire, se l'approprient et s'amusent. Et c'est exactement ce qui se passe. En fait, voilà, elles kiffent et du coup je leur dis allez-y, je leur montre et elles fabriquent elles-mêmes leurs smears. Parfois elles en rajoutent, parfois elles les modifient et ça c'est génial parce que je redécouvre le film et ça m'éclate, j'arrive et j'éclate de rire devant le plan que j'ai storyboardé et en fait elles amènent d'autres choses parce qu'elles ont leur technique, leur vécu, leur sensibilité et donc elles se débrouillent avec ce que j'ai fabriqué. Des fois, Héloïse Ferlet qui anime, elle m'a dit je les ai pétés tes smears parce que je les voulais comme ça. Très bien, l'important c'est le résultat et des fois elles en fabriquent vite fait comme c'est rapide à faire et donc voilà, c'est un mélange des deux. Ok, c'est trop cool. Et il y avait une autre question ? Oui, j'avais une autre question. C'est au niveau des bras et des jambes qui se remplacent. Est-ce que, du coup, qu'est-ce qui retient le fil de fer à l'intérieur du corps ? Alors, ici, tu vois, la jointure, pardon, je te tutoie, on ne se connaît pas. Vous voyez, on devine le petit fil d'alu. Donc, tu imagines un KNS. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est une pièce rectangulaire en métal dans laquelle on va coller très solidement un fil d'alu et de cuivre. Et il va rentrer dans une autre prise femelle. Donc, c'est vraiment comme un Lego. Clac, ça s'emboîte. Et on a, pareil, ça c'est collé, la jambe enserre le fil d'alu. Donc ça fait cette petite articulation. Et le Lego, il est prise femelle dans la marionnette et prise mâle dans les bras, dans les membres. Et on a rajouté dans le KNS, donc tout en haut de la prise mâle du KNS, un petit morceau de métal, ce qui fait qu'à l'intérieur de la marionnette, il y a un aimant et ça permet au KNS de ne pas glisser. Ou de pas rester coincé, parce qu'en fait, souvent, quand on fait les KNS, c'est souvent un système qu'on utilise pour les rigs, c'est-à-dire les systèmes que vous voyez derrière, qui viennent se planter dans la marionnette et la soulever pour les bonds, pour les marches, pour les vols. Et souvent, le problème des animatrices, des animateurs, c'est que ça glisse, parce qu'à force de l'utiliser, ça s'assouplit un peu, donc on est obligé d'aller mettre de la pâte à fixe, des trucs. Et donc voilà, on a résolu ce problème avec un aimant. On le rentre et ça tient, et on peut tirer facilement. Merci beaucoup. Voilà. Donc on arrive sur la fin. Mathieu, on peut te demander quand est-ce qu'on pourra le découvrir ce bel objet? Eh ben, on a prévu c'est pas qu'on a prévu, on doit livrer le film en décembre prochain. Ah oui, c'est ton fameux mois de décembre. Ouais, exactement. Et puis après, ça va être dans les mains de France Télévisions de choisir un peu quand est-ce qu'ils vont le diffuser. Là, ils sont passés cette semaine. On va le diffuser à Noël. Non, parce qu'on sait jamais. Mais non, et puis prendre le temps un peu évidemment de communiquer un peu autour du film, parce que si la promesse est tenue, je pense que ça va plaire énormément. Et puis évidemment, on va l'envoyer dans tous les festivals qui acceptent ce genre de format, en espérant que ça réponde positivement. Donc France Télé, je pense que ce sera plutôt au printemps. Et puis après, peut-être, il y aura aussi une sortie ciné. Voilà, ça va être des discussions avec des distributeurs pour voir si on peut faire un programme de cours pour qu'ils sortent aussi une ciné, qu'il ait une autre vie. Eh bien, écoutez, merci à vous tous. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci.